Bonjour à tous, bienvenue à l'Open de l'International 2021. Je suis Éric Vouland, je suis en charge du secteur agroalimentaire chez Bretagne Commerce International et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Edwina Salvatori, directrice de Sopexa au Moyen-Orient et qui va nous présenter ce webinaire consacré à l'Arabie Saoudite et qui va nous emmener à la découverte des consommateurs et des tendances food. Voilà, alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat qui est à votre disposition. Pour des raisons techniques, les questions seront évoquées tout à la fin de la présentation. Voilà, Edwina, c'est à vous, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Eric. Alors, Eric, j'ai un petit souci avec les slides. Elle ne défile plus. Voilà. Alors, je vais vous présenter rapidement les tendances food de l'Arabie Saoudite. Je vais également mentionner un peu les Émirats parce que ça fait quand même partie de la région et c'est important de faire un petit parallèle, mais je vais vraiment me concentrer sur l'Arabie. C'est juste pour expliquer les particularités, les spécificités qu'on peut avoir entre ces deux marchés. Je pense qu'Eric, c'est peut-être mieux que vous gériez la diffusion parce que j'arrive pas à les faire bouger. Voilà. Alors, si on parle de grandes tendances aujourd'hui, il y a la recherche des produits sains, qui est une grosse tendance due au fait que ce sont des pays de façon globale qui ont des taux d'obésité assez élevés. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une vraie tendance qui a émergé, on va dire, sur les 5 dernières années et qui va croissant, qui est tout ce qui est recherche de produits bons pour la santé. La durabilité et l'origine sont également des tendances qu'on note et qui ont aujourd'hui beaucoup d'importance dans la recherche que les gens font quand ils achètent des produits. C'est très récent aussi. La recherche d'expérience, on est sur des marchés qui sont vraiment liés à l'entertainment, que ce soit l'Arabie aujourd'hui avec son plan 2030, je vous en parlerai un petit peu plus en détail après, ou même Dubaï qui a vraiment toute son économie basée sur l'entertainment. La recherche d'expérience dans tout ce qu'on fait et le food, c'est vraiment important. Le ramadan, qui est un gros temps fort aujourd'hui et qui a un impact sur la consommation alimentaire. Un gros moment dans l'année où il est important de communiquer quand on est une marque dans l'alimentaire. Et le digital, enfin, qui est vraiment le canal à privilégier du fait d'une population qui est très jeune, avec beaucoup de millennials. Et on le verra du coup plus tard comment ça impacte en fait les modes de consommation et les comportements. Alors, si on mettait en parallèle ces deux marchés, aujourd'hui, les Émirats, c'est un petit peu la vitrine des pays du Golfe. C'est des pays que généralement, les Émirats, c'est Dubaï, Abu Dhabi, sont un marché où l'alimentaire a une grosse importance. C'est des marchés qui sont un marché qui est très développé au tourisme, où on a 10% de locaux, donc 90% d'étrangers, plus de 200 nationalités qui sont représentées, et donc un pays qui est, il y a quelques années encore, était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui, qui dépend à 90% des importations. C'est la vitrine du Golfe, c'est là où les hôtels sont nombreux, où il y a un gros tourisme d'affaires aussi. Et c'est un peu là que tout se passe, on va dire, tout se passait. Et les pays du Golfe voisins, regardez ce qui se passait à Dubaï avec le désir, bien sûr, de pouvoir eux aussi avoir les mêmes choses. Aujourd'hui, on voit que l'Arabie est en train de récupérer un petit peu, rattraper, on va dire, le retard qu'elle avait avec son plan 2030 et son désir de pouvoir compenser en fait sa dépendance qu'elle a au pétrole en diversifiant son économie et en s'ouvrant au tourisme. L'Arabie, c'est 30 millions d'habitants, donc c'est 3 fois plus important que les Émirats, avec une population qui est un petit peu différente, puisque cette fois, on a 90% de locaux, donc bien moins d'expats. Et aujourd'hui, grâce à ce plan 2030, une vraie volonté d'ouverture. Jusque-là, l'Arabie, c'était un pays fermé, donc à part si on avait des raisons professionnelles qui nous amenaient à nous y déplacer, on n'avait absolument aucune raison
10 pour aller en pèlerinage à la Mecque. Aujourd'hui, l'Arabie s'est ouverte. Vous avez certainement dû voir des grandes campagnes de communication juste avant Covid sur des endroits plus beaux les uns que les autres, avec des sites touristiques qui sont en train d'émerger et dont on n'avait absolument pas connaissance. Ils ont lancé cette campagne donc, juste avant la pandémie. Ils ont ce site aussi magnifique qui s'appelle Alula, où commence à y avoir beaucoup d'événements, on va dire, médiatiques. Et les touristes, en fait, peuvent aller sur un circuit balisé. Donc, l'Arabie, aujourd'hui, c'est un marché qui est vraiment en plein développement. L'ouverture au tourisme fait qu'il va y avoir beaucoup de projets d'hôtels. Et qui dit hôtel dit forcément un marché food service qui va exploser. Et on peut imaginer du coup que d'ici une dizaine d'années, l'Arabie saura en fait ce que Dubaï est aujourd'hui au pays du Golfe. Donc, ce sont de belles opportunités pour les produits français et alimentaires, puisque les habitants et les touristes qui vont venir en fait auront bien sûr l'envie de retrouver dans les hôtels ce qu'ils trouvent dans les hôtels dans les autres pays à l'international. Prochaine slide. Similarité de marché. Aujourd'hui, les pays du Golfe, de façon générale, ont quelques similarités. La première étant que c'est un marché où la religion musulmane est prépondérante. On est sur des règles qui sont assez strictes et qu'il est important de garder en tête. Néanmoins, ce sont des pays qui sont très ouverts, malgré les clichés qu'on peut avoir, et l'Arabie en fait partie. Je pense qu'on a tous en tête énormément un régime assez conservateur, très fermé et très sévère. Ça tend à s'ouvrir. Je pense que les femmes, c'est pas là où elles sont le plus épanouies, mais ça tend à s'améliorer. Elles ont eu le droit de vote, elles ont eu le droit de conduire récemment. Elles ont de plus en plus de droits. On a une population qui est très jeune, puisque 30 ans, c'est l'âge moyen. On a à peu près 30% de la population qui a entre 18 et 35 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce sont eux qui font les choix et qui drainent certains changements au sein de la population et des modes de consommation qu'on peut avoir de façon générale. C'est une économie qui se développe extrêmement rapidement. C'est un pays qui a un fort pouvoir d'achat, bien sûr, avec un intérêt prononcé pour tout ce qui est shopping, le haut de gamme et les secteurs du luxe. Ils ont une vraie appétence pour les marques et le statut social est aussi quelque chose de très important culturellement. Tout ce qui est shopping, ça fait aussi partie du sport national dans la mesure où c'est un pays où il n'y a pas grand-chose à faire. Beaucoup d'interdictions, beaucoup de restrictions de liberté fait que aller dans les malls, ça tend à s'améliorer, à changer, mais c'était une des seules choses qu'on pouvait faire. C'était aussi un lieu de rencontre, de connexion, on va dire aussi, entre même si c'était assez éphémère, entre les hommes et les femmes. Donc le shopping, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture et c'est un peu le sport national. Les femmes aujourd'hui dépensent beaucoup plus dans les produits de luxe et dans la mode que les expatriés, par exemple. On est à peu près à 3 fois plus en fait qu'une femme expatriée. Donc ça tient aussi au fait qu'elles sont pas occupées de la même façon, on va dire. L'importance de la famille, c'est aussi quelque chose qui est très important. C'est aussi propre à la culture musulmane. L'importance de la famille et des moments de partage. Donc, on est sur les repas qui, bien sûr, rythment les journées, mais aussi faire des activités ensemble et le loisir qui tient une grande part, en fait, dans la culture locale. Prochaine slide. L'importance du digital, je disais tout à l'heure, avec 30% de la population en Arabie qui rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui la catégorie de population des millennials. Ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment le canal à privilégier. C'est quelque chose qui est très important. On voit qu'ils en sont friands, mais ils ont aussi un taux d'équipement qui dépasse la plupart des autres pays. Le taux de pénétration est très élevé. C'est l'un des plus élevés au monde d'ailleurs.
tout doit être aussi très Instagrammable. Ils passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Le food marketing est très développé et on note que la consommation est bien supérieure à celle d'autres pays développés. Je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, quand on voit qu'ils passent 3 heures par jour sur les réseaux sociaux versus 1h40 en France, ça montre quand même que du coup, ils passent 2 fois plus de temps. Ils sont très influencés par ce qu'ils voient et les recommandations qui sont faites par des influenceurs, d'où l'importance quand on fait de la communication de privilégier ce canal et de choisir les bons prescripteurs pour véhiculer les messages. Ils regardent beaucoup plus les vidéos online qu'ils ne regardent la télé, et des chaînes comme TikTok ou Snapchat sont bien plus vraiment à privilégier, parce que beaucoup plus consommées qu'elles ne le sont par exemple en Europe ou aux États-Unis. Ça s'explique de plusieurs façons. La première, c'est que c'est un pays qui était fermé et donc restriction de liberté. Les réseaux sociaux leur ont permis en fait de prendre un petit peu plus de liberté qu'ils n'en avaient jusque-là, et aussi de savoir un peu ce qui se passait à l'extérieur. Donc, c'était un peu une ouverture sur le reste du monde. Donc, c'est ce qui explique ces modes de consommation élevés. Et ce qui l'explique aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres alternatives, parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait pas énormément de choses à faire jusque-là, et le shopping et finalement le social media étaient les principales activités. Le fait de regarder des vidéos, sont des très gros consommateurs de vidéos, c'est le plus gros consommateur YouTube au monde, donc ça veut quand même dire que quelque part ils en consomment beaucoup, et qu'à nouveau c'est quelque chose qu'il faut vraiment privilégier. On est sur un taux d'attention qui est assez faible. C'est des populations qui sont aussi habituées à switcher et qui ne se… quand on fait justement des campagnes, en fait, quand je parle de vidéos, l'idée, c'est pas d'avoir 30 minutes de vidéo sur un produit, parce que bien sûr, on ne les tiendra pas. C'est des consommateurs qui switchent aussi beaucoup. Donc, il faut garder ça en tête. Les paiements numériques et tout ce qui est e-commerce, on était très en retard dans le Golfe de façon générale, et le retard a été rattrapé ces dernières années. Covid a donné un vrai accélérateur aussi à cette tendance, et aujourd'hui on voit une hausse d'achat en ligne assez importante, encore une fois due au Covid, parce que de façon globale, de par la culture, sont des populations et des consommateurs qui aiment bien toucher les articles et les voir. Donc on s'aperçoit qu'en fait malgré tout, même si c'est disponible en ligne, ils préfèrent quand même le voir en vrai et voir le produit pour pouvoir l'avoir dans les mains avant de l'acheter. Néanmoins, le Covid a changé un petit peu, a donné un petit accélérateur, et aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus de sites de e-commerce, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques temps. On était vraiment très en retard par rapport aux autres pays. Prochaine slide. Un moment important, je le disais tout à l'heure, un gros temps fort dans la région, c'est le Ramadan. C'est donc une période vraiment très famille, où pendant un mois, on a une surconsommation à la fois de social media, mais aussi de produits alimentaires. Ce qui veut dire que comme c'est un moment de retrouvailles entre familles, de temps pour soi, ce sont beaucoup de recherches liées à la cuisine. On s'aperçoit qu'avant Ramadan, il y a beaucoup de recherches sur qu'est-ce qu'on va pouvoir préparer. C'est là qu'on fait les achats. Et donc, il y a plus de 65% de recherches sur les réseaux sociaux qui sont liées aux recettes qu'on va pouvoir faire. Donc, en tant que marque, si on veut faire du marketing et pouvoir lancer des campagnes qui soient visibles, le Ramadan fait partie des temps forts à privilégier, puisque c'est là où on a vraiment un très fort taux de recherche de recettes en ligne, par exemple. Et c'est là aussi où toutes les activations in-store peuvent être mises en place, puisque les gens sont vraiment dans un mindset de cuisiner, de faire des recettes et bien sûr d'acheter les produits alimentaires dont ils auront besoin. Donc, il y a des budgets de dépenses qui sont bien sûr plus importantes que sur les autres moments de l'année. Bien sûr, il y a des recherches plus ciblées, tout ce qui est recettes de desserts de Ramadan sont beaucoup plus en vogue à ce moment-là que d'autres. Et on s'aperçoit qu'en parallèle, forcément, le trafic en magasin baisse, puisque on a cette contrainte de ne pas pouvoir manger dans la journée puisque les personnes jeûnent. Et c'est là qu'on voit que du coup, si les gens ne mangent pas, ils ne vont plus dans les malls, puisqu'ils ne peuvent plus aller dans les food courts, etc. Donc, il y a un vrai impact en journée
alors qu'en fait, en fin de journée, à partir du moment où il y a la rupture de jeûne et qu'on peut remanger, on recommence à consommer et dans ce cas-là, le trafic dans les heures d'ouverture des centres commerciaux sont étendus. Donc, il y a vraiment une période en fait qui est en rupture avec le reste de l'année et qui est important de considérer dans son plan de communication parce que c'est vraiment une façon, on va dire, impactante de pouvoir rentrer dans les habitudes de ces populations qui cuisinent beaucoup. Prochaine slide. Je vous ai mis quelques exemples de campagnes que du coup on peut faire à ces périodes-là. Donc par exemple, en fait, c'est aussi un moment de partage et de générosité. Donc c'est là où les marques font beaucoup de concours pour offrir des cadeaux et en profitent aussi du coup pour communiquer sur leurs différents produits. Donc le premier exemple à gauche, c'est un exemple de concours avec plein de petites questions-réponses et bien sûr des giveaways, des cadeaux pour offrir aux consommateurs. Le deuxième exemple sur la droite sont des partenariats qu'on a pu monter avec des chefs qui font des recettes typiques de la période du Ramadan, utilisant du coup des produits alimentaires disponibles sur le marché. Prochaine slide. La santé. Aujourd'hui, c'est une préoccupation très importante. Alors, ça peut sembler un peu normal, puisque en tant en Europe, en France plus particulièrement, c'est vraiment quelque chose qu'on a ancré en nous. Mais sur des marchés comme les pays du Golfe, ce n'était pas forcément jusque-là une préoccupation aussi forte. La composition des produits, les taux en sucre et toutes les process food qu'il y avait, aujourd'hui, ne donnaient pas forcément à penser que c'était une de leurs préoccupations. Néanmoins, c'est des pays qui sont passés, qui sont développés très très rapidement et qui finalement sont passés d'un mode qui sont sédentaires, hein, mais qui sont passés d'un mode de consommation où ils étaient sur peut-être des pois chiches, des dattes, ce type de produits, à finalement des fast-food assez rapidement. Très rapidement, ils se sont aperçus qu'ils avaient aujourd'hui un taux d'obésité qui est très très préoccupant. On a aujourd'hui 70% des Saoudiens qui sont en surpoids, 34% qui sont obèses, donc on est sur les taux les plus élevés au monde. Et ça génère bien sûr tous les problèmes de santé qu'on peut imaginer. Et c'est une vraie préoccupation puisqu'en fait, les enfants eux-mêmes, si les adultes souffrent d'obésité, de diabète et d'autres maladies cardiovasculaires, en fait, les enfants aussi commencent. Et du coup, c'est une vraie préoccupation pour les pays du Golfe de façon générale. Je vous ai mis là un exemple en fait du coup on va dire de mise en d'événements mis en place par les gouvernements pour essayer d'inciter les populations à bouger et à prendre en compte leur santé. Donc là, par exemple, il y a l'exemple de Dubaï qui a mis en place un fitness challenge. Donc pendant un mois de l'année, c'est vraiment une initiative mise en place par le gouvernement pour que les gens réalisent en fait qu'il faut faire du sport et donc du coup tous les centres de sport proposent des cours gratuits et accessibles à tous. On a des National Wellbeing Programmes et en Arabie Saoudite c'est la même chose parce que leur vision 2030 repose aussi sur le bien-être et la santé et c'est important pour eux que les populations petit à petit prennent conscience. Donc on s'aperçoit qu'il y a une hausse de tout ce qui est produit de qualité, sain, sans gluten, sans lactose, etc. etc. Ce qui était le cas il y a quelques années, là c'était vraiment une demande grandissante et c'est aussi dû justement à ces 18-35 ans qui sont aujourd'hui majoritaires et qui sont vraiment conscients et sensibles à ce type de discours. Il ne faut pas oublier qu'on est sur aujourd'hui en Arabie un mode de vie très sédentaire. Il fait très très chaud une grosse partie de l'année. On n'a pas les rues, on ne se promène pas, on ne marche pas en fait comme on peut le faire en Europe. Tout le monde a des 4x4, donc on va d'un point A à point B en voiture sur des grosses autoroutes. Donc on n'a pas du tout l'occasion de se déplacer. Si on ne fait pas du sport soi-même,
c'est pas comme en Europe où on n'a pas d'autre choix que de marcher. Il y a une consommation d'écran et de tablettes qui est très élevée, je le disais précédemment. C'est ce qui fait aussi que du coup, la sédentarité, ça explique la sédentarité. Enfin, c'est la sédentarité qui explique plutôt la consommation d'écran, la malbouffe, et puis, comme je disais tout à l'heure, le fait que manger, ça reste un sport national puisqu'il y a aussi peu de choses à faire, fait que les gens en fait consomment beaucoup et comme ils regardent beaucoup de vidéos, en fait ils mangent aussi d'autant plus. Et c'est ce qui explique en fait cette nécessité aujourd'hui pour les différents gouvernements de vraiment prendre les choses en main et d'éduquer les habitants de ces pays du Golfe à essayer de mieux manger. Donc, c'est ce qui fait que les produits européens et plus principalement français ont aujourd'hui ce positionnement depuis toujours et cette reconnaissance à l'international. Je vous ai mis quelques exemples, comme par exemple Activia, qui a vraiment un positionnement santé, qui encourage à bouger, à faire du sport, à manger équilibré. C'est la même chose pour la marque Arla, le lait qui vraiment favorise et plébiscite un régime équilibré. Les enseignes aussi communiquent de plus en plus sur la nécessité de bien manger, de faire attention à soi. Je vous ai mis l'exemple de Spinez qui arrive en Arabie Saoudite, qui va à partir du mois de septembre, là, qui est une enseigne qui est déjà installée aux Émirats et qui est vraiment positionnée sur le bien-être et le bien manger, l'importance des produits, de leur composition, de l'histoire et des producteurs qu'il peut y avoir derrière. Donc aujourd'hui, c'était une préoccupation. Avec le Covid, vous vous doutez bien que ça l'est d'autant plus et on a pu voir que les gens commençaient sur les réseaux sociaux à se préoccuper de savoir d'où les produits étaient, d'où les produits venaient, comment ils étaient produits. On a vu de plus en plus de recherches pour les produits sains, les produits frais. La demande pour la livraison de fruits et légumes a explosé, que ce soit aux Émirats ou en Arabie Saoudite. À chercher des sources connues et reconnues, dont l'Europe et les produits français, puisque les normes de sécurité et d'hygiène élevées sont assez rassurantes. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on voit des rayons en magasin qui donnent de plus en plus la part belle aux produits sains, avec aussi des snacks, de plus en plus de snacks à base de fruits, de produits, de nuts, de choses qui sont bien équilibrées et avec une composition, une communication qui vraiment insiste sur la composition des produits, sans sucre, sans allergènes, sans plein de choses qui, encore une fois, il y a quelques années, on ne voyait absolument pas dans nos rayons. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, ça fait 10 ans que je suis aux Émirats. Quand je suis arrivée aux Émirats, que j'ai commencé du coup à voyager dans la zone, il était absolument impossible d'avoir un jus de fruits frais sans que ce soit quelque chose qui soit bourré de sucre. Aujourd'hui, quand on demande au serveur ou qu'on va en magasin, si on voulait un produit avec du sucre, ça serait finalement beaucoup plus compliqué à trouver. Donc, il y a eu un vrai switch et on voit aujourd'hui tout plein de concepts en Arabie Saoudite qui commencent à arriver et qui sont des concepts ou issus de Dubaï ou issus d'autres pays du monde et qui sont vraiment positionnés sur le bien-être et la nutrition. Prochaine slide. Notre point important, c'est la durabilité et l'origine. Sont des choses qui, encore une fois, jusque-là n'étaient pas forcément poussées plus que ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est aussi des pays qui ont à cœur de se développer et qui ont à cœur de pouvoir proposer à leur population des produits de qualité. La vente de produits bio est aujourd'hui énorme. On est sur à peu près 10% des ventes aux Émirats, ce qui est énorme, mais ce qui n'était encore une fois vraiment pas le cas il y a encore quelques années. On est sur une vraie volonté de s'améliorer et de prendre conscience de beaucoup de choses, donc des packaging beaucoup plus respectueux, des sacs plastiques qu'on essaye de diminuer, même si on a encore un petit peu de travail à faire. Mais on est vraiment sur des nouvelles préoccupations comme incitation à venir dans les coffee shops, chez Starbucks ou chez Costa avec son mug pour ne pas avoir de
gobelet en plastique. On peut aller au rayon traiteur des supermarchés avec sa lunchbox pour ne pas avoir de boîte en papier. On a tous les enseignes de restauration en livraison qui demandent si on veut des couverts, ou encore les sites de livraison de produits alimentaires et de fruits et légumes qui demandent si on peut switcher, si on veut avoir des sacs plastiques ou des sacs en papier. Donc on sent qu'il y a un vrai switch et un vrai changement qui est en train de s'opérer. On voit aussi la promotion de l'agriculture locale, ce qui n'était pas le cas jusque-là pour une raison très simple, c'est que selon les marchés, c'est pas toujours facile de produire localement. On est sur des marchés qui importent quand même beaucoup d'alimentaire. Aujourd'hui, on voit qu'ils investissent et poussent le développement de nouvelles fermes. Ils poussent l'agriculture verticale, la culture hydroponique. Ils recherchent de nouvelles technologies en fait pour faire face au climat, parce qu'on est sur des marchés où le climat est clairement pas un allié et où il est important du coup de s'organiser. On voit des enseignes qui ont aussi de plus en plus d'accord avec des fermes locales pour ouvrir des gammes de produits plus abordables. Donc, c'est bien dans le sens où ça montre qu'il y a une vraie préoccupation à la fois des gouvernements, mais petit à petit des consommateurs, puisque ces consommateurs, en fait, sont culturellement moins, ils ont été moins exposés que nous à tout ce qui est la culture alimentaire. Hein. Faut pas oublier qu'en France, l'alimentation, ça fait partie de notre patrimoine et de notre culture, mais pas forcément de la leur. Donc, ils sont en train de s'éduquer, de se développer. Et petit à petit, on sent qu'il y a une vraie volonté en fait, d'être sur des choses beaucoup plus durables avec des programmes d'incubateurs qui visent à soutenir les productions alimentaires locales, etc. Prochaine. Je vous ai mis quelques petits exemples du coup d'initiatives qui sont mises en place et on a l'impression que c'est un peu normal puisqu'en Europe on a ça depuis longtemps, mais encore une fois ici c'est à noter puisque c'était vraiment pas le cas. De la même façon que tout ce qui est plastique, usage des plastiques, gestion des ordures, des produits comme les bouteilles d'eau, c'est pas du tout quelque chose on faisait pas le tri, on commence à le faire, donc on est vraiment très en retard. Mais là, on voit qu'il y a de plus en plus de marques locales qui s'engagent là-dedans, avec Emirates aussi, des grandes entreprises telles que Emirates qui prennent des décisions très positionnantes avec l'engagement de réduire les pailles, l'usage des pailles ou des sacs en plastique ou des couverts en plastique. Et donc, ça donne le ton et ça montre que ce pays, à nouveau, est en train vraiment de se transformer pour devenir, comme les autres pays vraiment très soucieux de son impact et de ce que son développement en fait, va pouvoir inscrire sur la planète. Prochaine slide. Je vous ai mis quelques exemples d'activations qui avaient été mises en place ou de communication dans les magasins. Donc, à gauche, vous avez une opération pour le lancement de la marque Vache qui rit, la Vache qui rit bio, où on est vraiment sur quelque chose on joue vraiment sur les codes, en l'occurrence du naturel. Et à droite, une TG chez Spinès, justement, qui pousse ce que je vous disais tout à l'heure, des marques locales et durables. Prochaine slide. Non, là on revient en arrière. Prochaine, voilà. Un autre point très important à prendre en considération, c'est qu'on est sur des marchés où l'expérience a vraiment une importance énorme. Le divertissement, c'est un petit peu au pays du Golfe ce que la gastronomie est à la France. C'est là-dessus que c'est vraiment un art de vivre, que ce soit les Émirats ou l'Arabie Saoudite. Les Émirats, ils ont vraiment basé leur économie sur le tourisme et donc là-dessus, en vraiment communiquant sur des expériences de plus en plus extraordinaires. Aujourd'hui, l'Arabie est en train de prendre la suite. Ce sont deux pays qui sont, bien que voisins et amis, vont être en concurrence finalement. Et donc, il y a une espèce de surenchère sur tout ce qui est expérience et loisirs. Ces populations qui sont majoritairement jeunes et ultra connectées sont vraiment à la recherche de divertissement et de choses nouvelles. Elles sont très consommatrices de réseaux sociaux et donc, du coup, elles ont besoin de se montrer sur les réseaux sociaux en train de faire aussi des choses nouvelles et un petit peu différentes.
Donc, c'est un pays en fait qui est toujours à la recherche maintenant il a commencé à s'ouvrir à la recherche de nouveaux concepts. Il y a quelques années, l'Arabie Saoudite avait interdiction, on ne pouvait pas faire d'événements. Donc, quand je dis événements, on ne pouvait pas faire de festival, par exemple. Là, maintenant, ils ont un petit peu assoupli et ils ont réussi à autoriser les événements dans la ville, dans les malls, avec le fait d'avoir des hommes et des femmes ensemble, de la musique, de pouvoir éventuellement danser un peu. Ça, c'est des choses qui nous paraissent normales, mais qui étaient encore, il y a 5 ans, complètement interdites. Aujourd'hui, c'est possible. Si les festivals sont autorisés, ça veut dire que ça ouvre aussi la possibilité à beaucoup de nouvelles sources de loisirs et d'activités. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la vision 2030, elle s'articule sur le style de vie, les loisirs et l'expérience. Donc, c'est vraiment le pilier de cette vision sur lequel se base l'Arabie Saoudite pour son développement. Et donc, ils ont vraiment à cœur de pouvoir offrir la même chose, voire mieux que ce que pouvait offrir jusque-là Dubaï aux touristes lorsqu'ils venaient chez eux. On parle d'expériences comme les dîners en noir, des dîners qu'on peut faire tout en haut d'une tour ou sur la terrasse la plus élevée du monde ou dans une roue d'observation sous un aquarium. Voilà, ce type de choses fonctionne très bien. Et c'est vraiment c'est des expériences en fait très immersives et uniques que les deux marchés en fait essayent de développer parce que leurs populations en sont très friandes. On voit qu'aujourd'hui, les restaurants internationaux commencent également à regarder l'Arabie Saoudite avec un grand intérêt. Tout ce qui se passait à Dubaï aujourd'hui est en train de bouger tranquillement mais sûrement sur l'Arabie Saoudite. Les restaurants qu'on pouvait trouver et avec les concepts internationaux, les grandes chaînes internationales sont en train d'ouvrir, ont commencé par ouvrir des pop-up sur 6 mois, 3 mois, et aujourd'hui sont en train d'ouvrir avec des équipes sur place des restaurants, donc c'est aussi très bon signe. On voit des écoles de cuisine, jusque-là les écoles de cuisine étaient quand même assez limitées, on voit de plus en plus de chefs qui sont en train de travailler sur des concepts d'écoles de cuisine pour pouvoir former des jeunes chefs qui eux-mêmes après vont prendre bien sûr la direction des établissements hôteliers qui vont ouvrir dans les prochaines années. On voit également des food halls. Donc, là, on voit des concepts émerger à Dubaï, en Arabie, vraiment liés, en fait, qui mixent à la fois le lifestyle, l'entertainment et le food. Donc, tout ça, c'est des choses qui encore n'existaient pas et qui aujourd'hui vont vraiment changer la donne, puisque le plus le consommateur va être exposé à ça, bien sûr, le plus la demande va augmenter. On est sur aussi des consommateurs qui sont très friands de ce qui peut se passer ailleurs. Ils voyagent, pour ceux qui ont les moyens, beaucoup. Donc, très souvent, on rencontre les Saoudiens qui sont éduqués et qui ont voyagé, connaissent beaucoup mieux que nous Londres, Paris et New York, et ont envie de retrouver dans leur pays en fait les marques, les restaurants, les enseignes qu'ils avaient l'habitude de côtoyer quand ils ont fait leurs études ailleurs. Donc ça, c'est ce qui permet aussi de pousser le développement et l'arrivée de ces marques sur le marché. On voit tous ces hôtels qui sont en train de se monter et qui vont ouvrir, ces chefs qui vont arriver et qui vont avoir besoin de sourcer de nouveaux produits. Donc aujourd'hui, pour conclure, on est sur un marché qui va être l'un des plus importants marché du Golfe, avec de belles opportunités pour les marques françaises. Là, je vous ai mis un petit exemple de ce que je nommais tout à l'heure quand je parlais d'expérience et de food. On est sur des marchés qui consomment beaucoup le loisir, et donc c'est là-dessus que quand on communique, il est important de garder en tête que communiquer de façon ludique pour créer un lien et créer une expérience avec le consommateur, c'est important. J'ai mis un exemple d'un festival qu'on a mis en place aux Émirats et qu'on va développer pour l'Arabie Saoudite, qui est le Cheese Fest. L'idée étant de montrer toute l'offre fromage
disponibles sur le marché autour d'interactions assez ludiques avec les consommateurs. Prochaine slide, montrer plus en détail ce qu'on peut avoir en termes d'animation. On parle de pairing, de testing, d'activation avec des experts chefs qu'on amène, des foodie challenge où on peut interagir avec les consommateurs pour leur permettre en fait de découvrir les produits. On met beaucoup en place d'opérations en magasin ou dans les malls, ce qu'on appelle des petits pop-up où pendant 3 jours, on a un dispositif avec des chefs qu'on fait venir et des activations autour de différents produits, que ce soit les fruits et légumes ou les produits laitiers par exemple. Et on s'aperçoit qu'en fait, on est sur des consommateurs qui sont très très curieux et qui ont envie d'essayer et qui aujourd'hui ont envie d'avoir autre chose et plus de variété dans le choix qu'ils ont en magasin. Donc il y a encore une fois de belles opportunités et des enseignes qui sont aussi à la recherche de nouveaux produits pour pouvoir être en ligne avec ces changements de consommation et aussi avec le développement qui est en train de s'opérer dans le pays. Est-ce que j'ai une autre slide? Je pense que c'est la dernière. Voilà, donc ça c'était des petites photos du fameux festival dont je vous parlais, avec une diversité de produits, que ce soit les Émirats, beaucoup, puisque le degré de maturité des Émirats est plus élevé que celui de l'Arabie, mais la nature des produits qu'on a à disposition est assez large. Et en Arabie, c'est pareil, on voit des produits qui viennent de partout dans le monde. Donc, ce sont des produits dont les consommateurs ne sont pas forcément familiers. Et il y a vraiment la nécessité en fait, de les éduquer, de leur faire qu'ils adoptent et que petit à petit puissent y revenir. Donc voilà, j'ai été peut-être un petit peu vite. Ok. Je sais que j'avais pas mal de slides à présenter. Est-ce Merci que vous avez beaucoup, des questions? Edwina, pour cette présentation. Vous m'entendez, Edwina? Oui, oui, tout à fait. Ok. Donc, merci encore pour cette présentation. Alors, on va passer maintenant à la session des questions. Alors, on a une question concernant la prise de rendez-vous en Arabie saoudite. Sur les Émirats, le rendez-vous est aléatoire avec les locaux. Au dernier moment, une visite d'amis ou de la famille peut faire bouger les agendas. Est-ce la même chose en Arabie saoudite? Et pire en Arabie Saoudite. C'est effectivement très compliqué. Il faut persévérer, faut vraiment faire un suivi très poussé par téléphone et WhatsApp. Et ils utilisent beaucoup WhatsApp. Et il ne faut pas lâcher, mais il faut effectivement être derrière et il faut persévérer. Ça se mérite. Ça se mérite. D'accord. Une question qui concerne Dubaï et l'Expo 2020 avec l'accueil des touristes. Est-ce que vous avez des infos concernant la gestion du pass sanitaire? Est-ce qu'on a déjà une idée du nombre de visiteurs? Alors, le nombre de visiteurs, ils annonçaient 25 millions au tout début. Officiellement, ils ont baissé un tout petit peu, mais je pense qu'on est on peut diviser facilement par deux. Je crois que sur leurs dernières hypothèses, ils étaient plutôt sur 12 millions, qui est déjà assez ambitieux, hein, malgré tout, au vu de la situation actuelle. On sait que Expo est prête à accueillir le monde à partir du mois d'octobre, que tout est en place et que tout s'organise comme prévu, comme ça c'était prévu l'année dernière. Donc voilà, après le trafic sera forcément moindre et les restrictions en termes d'accès seront bien sûr liées au fait que les personnes devront être vaccinées ou avec test PCR pour pouvoir y accéder. Ok. En début de présentation, vous nous avez dit que 25% des Saoudiens regardent des posts d'influenceurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le profil de ces influenceurs? Est-ce qu'il s'agit d'influenceurs saoudiens ou bien d'autres pays de la zone ou hors de la zone?
Alors, en fait, beaucoup d'influenceurs sont basés, pour l'Arabie Saoudite, beaucoup sont saoudiens. Après, beaucoup d'influenceurs touchent l'ensemble des pays du Golfe. Donc, ils peuvent aussi suivre des influenceurs qataris ou des influenceurs koweïtis, puisqu'en fait, malgré tout, ce sont des modes de consommation assez proches et des pays qui sont finalement cousins. Donc, c'est pas forcément que des Saoudiens. Mais et après, en termes de profil, ça dépend vraiment. Mais comme chez nous, les influenceurs les plus regardés sont les influenceurs lifestyle. Et après, on a des vraies communautés de foodies avec différents profils, avec des gens qui consomment et qui cuisinent beaucoup. Et après, une autre catégorie qui va plus être dans l'image, qui va moins cuisiner, qui va plus prendre en photo, mais dont on peut difficilement se passer parce qu'ils ont des communautés malgré tout aussi assez élevées. Donc, ce qui veut dire qu'on a vraiment des influenceurs qui sont spécialisés dans l'alimentation ou dans la gastronomie, la cuisine. Complètement. Et on a des influenceurs qui vont être plus, on sait qu'il y en a qui vont être plus healthy, il y en a qui vont être plus sur tout ce qui est snacking. Et c'est vraiment quelque chose qui est très développé. Et c'est un vrai business. Ça coûte beaucoup plus cher qu'en France, beaucoup plus cher qu'aux Émirats aussi. Ils ont des communautés qui sont plus grosses. Et c'est un vrai business. Et du coup, aujourd'hui, c'est aussi une façon de communiquer qui est importante pour les marques et dont on peut difficilement se passer. Donc, ils savent aussi ils sont en position de force. Comme je disais tout à l'heure, ils sont aussi très utilisateurs de tout ce qui est Snapchat, vidéo et TikTok. Et donc là, ils ont des reach qui sont colossaux et une tarification qui va avec. Vous nous avez dit tout à l'heure que le bio est très tendance. Comment se fait la distribution des produits bio? Est-ce que c'est via des réseaux spécialisés bio ou bien via de la GMS classique ou d'autres circuits de distribution? On a de tout. On a maintenant des vrais corners dans les supermarchés avec vraiment une partie dédiée au bio. On a également des magasins qui ne font que ça, qui ne font que du bio, et on a aussi du online. Donc, c'est vraiment démocratisé. Et ça, que ce soit aux Émirats ou en Arabie Saoudite, Tout à fait. il n'y a pas de différence. Non, il y a un petit peu plus d'avance, bien sûr, sur les Émirats, mais c'est en train d'arriver, de se développer, de suivre la même tendance sur l'Arabie. OK. Vous parlez de fort pouvoir d'achat en général, mais quelle part de la population cela représente-t-il? Donc, encore une fois, faites bien le parallèle entre les Émirats et Bien l'Arabie sûr. Saoudite. En fait, on est sur des ratios qui sont totalement opposés. On est sur 80%, 20% sur les Émirats, avec 80% de la population qui a un très fort pouvoir d'achat. Et c'est le contraire en Arabie Saoudite. Néanmoins, quand je dis la population a fort pouvoir d'achat, c'est que du coup, sur la cible qui nous intéresse, sur les produits français, qui restent quand même des produits, on va dire, un peu plus premium, avec un positionnement de prix on s'adresse bien sûr à ces 20% de la population aujourd'hui qui ont ce pouvoir d'achat et qui petit à petit, mais c'est pas tout de suite que le Saoudien au fin fond de sa campagne va pouvoir bien sûr ni se l'offrir ni s'y intéresser. Quelle est l'importance du e-commerce par rapport à la distribution classique? Là, en Arabie Saoudite, plus précisément. Ça prend, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même encore culturellement ça prend bien sûr sur tout ce qui est les populations plus jeunes et consommatrices de réseaux sociaux. Néanmoins, ils aiment quand même voir et toucher. Et il y a toujours aussi ce facteur que nous, on ne peut pas comprendre puisqu'on n'a pas de restriction de mouvement, mais les relations hommes-femmes sont quand même très monitorées. Et du coup, faire son shopping et aller dans les malls, c'est aussi une façon de rencontrer, de draguer. Et donc, du coup, c'est ce qui explique aussi cette forte appétence pour les boutiques physiques plutôt que le online. Même si on voit encore une fois que le retard est en train d'être rattrapé, pas complètement, et que le Covid a eu bien sûr un impact énorme là-dessus.
Et justement, en ce qui concerne les enseignes de la grande distribution en Arabie Saoudite, alors, quelles sont les principales enseignes et est-ce que c'est des enseignes locales ou bien des enseignes qui appartiennent à des groupes étrangers? Alors, on a de tout. On va avoir Panda, qui est du coup qui va être là, qui s'adresse à vraiment les Saoudiens et qui va avoir quelques marques françaises et sur lesquelles on va faire du volume, vraiment les marques françaises les plus comme Kiri, comme président, enfin comme les marques principales, on va dire, où on est plus sur du volume. On va être sur d'autres enseignes comme Danube, par exemple, qui a un positionnement un petit peu plus haut de gamme. C'est pas un monoprix, mais on va dire que c'est entre Carrefour et Monoprix en termes de positionnement, avec du coup des prix plus élevés, une sélection de produits un peu plus niche, des produits plus gourmets, avec bien sûr des produits de base normaux, mais plus de produits, on va dire, gourmets et du coup plus d'opportunités pour les marques françaises qui sont pas les grosses marques françaises dont on parle. Il va y avoir des enseignes comme Spinach, je disais tout à l'heure, qui du coup là sur un positionnement vraiment du Monoprix plus, qui est une marque qui n'est pas saoudienne non plus, qui après s'est développée aux Émirats, au Liban, va s'installer en Arabie à partir du mois de septembre. En fait, en fonction de son prix, en fonction de son produit, on sait à peu près, on sait quelle typologie d'enseigne ça va intéresser. Mais il y a Tamimi, il y a Otain, il y a énormément d'enseignes. Et aujourd'hui, elles regardent de plus en plus, elles ont envie d'avoir en fait plus de la gamme. Jusque-là, les gammes étaient assez réduites. Elles sont regardantes et veulent plus de produits. Par contre, après, le point qui peut être bloquant, c'est que les frais de référencement sont assez élevés en Arabie Saoudite. Et du coup, c'est ce qui explique aussi que certaines marques n'ont pas des gammes aussi développées là-bas, puisqu'en fait, référencer un produit, ça a un vrai coût. Donc, il faut être sûr du volume qu'il va y avoir derrière. On a eu quelques petites restrictions aussi au moment du Covid avec le gouvernement qui poussait plutôt sur auprès des retail d'avoir en fait des produits de first nécessité. Donc, on a vu sortir des rayons pas mal de produits un peu plus élaborés, tout ce qui était fromage un peu, on va dire, pas affiné, mais on avait vraiment le gouvernement qui demandait à ce que les produits de première nécessité soient poussés. Donc, on allait entre du fromage râpé, on va dire, que du brie ou du brie à Savarin. Donc, il y a eu pas mal de produits comme ça qui sont sortis des rayons. Là, maintenant, on rentre dans une phase où, à nouveau, ils sont en train de rentrer des produits parce qu'ils sont dans cette phase de développement et ils ont besoin, en fait, d'avoir plus de produits. Mais le prix est assez élevé pour les marques. Donc, il faut vraiment avoir un bon partenaire local aussi et bien choisir les produits qu'on veut référencer. Ok, merci. On doit s'arrêter là. Donc, merci encore, Edwina, pour avoir animé ce webinaire. Donc, le webinaire sera prochainement en ligne sur notre site. Donc, vous pourrez le revisionner. Merci à tous les participants. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Edwina. Merci, au revoir.